Émission 560, cette semaine, Divinity Volume 1. En direct de leur studio, situé à Montréal, Québec, Canada, vous écoutez Oui Oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Benoît Mercier au micro et cette semaine, en studio, je suis entouré d'une équipe qui brille par son absence. Je vous les présente à l'instant. Dans la vraie vie, il s'arrête rarement après 3 bières. Du podcast 3 bières, Yannick Belzile est avec nous, notre sauveur en quelque sorte. C'est très gentil de dire ça. Mais parce que si t'étais pas là, on faisait pas de show. C'était la première fois en 13 ans, presque 13 ans qu'on n'allait pas faire l'émission. Mais là, je suis là et oui. Il y a un show. Il y a un show, en espérant qu'il n'y a rien qui se passe d'ici la fin de l'émission. Mais je vous explique, Gauthier est à Londres. Il est en train de traquer Alan Moore. Oui, oui. Simon est en pause. Je pense pas le trouver à Londres, faut qu'il aille plus haut dans le nord, à Northampton. c'est vrai. Tout est à la même place. Ouais. Mais je pense qu'il serait sincèrement insulté qu'on dise qu'il vit à Londres. Il l'a déjà été, d'ailleurs. Quelqu'un avait dit... c'est le réalisateur de Watchmen à l'époque, avait dit je suis sûr qu'à un moment donné, Alan Moore va écouter la série Watchmen, le film Watchmen, une fois à Londres, il va être installé, puis sa réaction c'était non, puis il a rectifié la ville où il habitait réellement. Il était un petit peu grognon comme ça, monsieur Alan Moore. Mais en tout cas, Gauthier est en vacances à Londres. Monsieur Chénier prend une pause après 1 mois d'avoir animé le show à ma place. Et Jake, j'ai aucune idée où est-ce qu'il est. Je pense qu'il était parti dans une maison quelque part dans le nord, mais même là, je suis pas certain. Il est en vacances avec sa blonde. Je sais pas. Fait que tout le monde a disparu. Monsieur Forêt pouvait pas. Michel ne pouvait pas. Personne ne pouvait. Donc, Colin, merci d'être là. Merci beaucoup. Puis en plus, dans la partie de l'émission, on parle de Valiant. On parle rarement de Valiant à l'émission. Oui. Moi, j'ai trouvé ça le fun parce que, tu sais, je suis vaguement au courant de leur univers de super-héros qu'ils font, leurs comics qu'ils font, et qu'apparemment que c'est bon. J'entends bien parler du bon de tout ça. Depuis c'est revenu, là. Mais je l'ai jamais vraiment lu. Ça fait des années que j'avais pas lu quelque chose de Valiant, fait que c'était intéressant à lire. Exactement. Donc on va partir en petite nouvelle, puis de toute façon, toi et moi, absolument, on a pas mal de jasettes pour l'émission, puis je vais commencer tout de suite en partant, demander est-ce que tu as commencé à écouter Castle Rock, parce que c'est une émission dont j'ai parlé la semaine passée, rapidement, puis je me demandais, toi qui es un fanat de télévision particulièrement bien écrite, est-ce que Castle Rock, t'as pris le temps? Pas encore à donner. Ouais. Parce que là, je reviens. J'ai eu un gros 2 semaines de beaucoup de contrats et sortir de Montréal pour aller faire des shows live avec 3 bières. Avec Comédia, puis sur la Côte-Nord. C'était d'ailleurs notre invité à la Côte-Nord, c'était Alex Lévesque, qui est de Dessine Bandé, qui est tout nouvellement montréalais. Alors, on lui souhaite la bienvenue en terre montréalaise. Welcome to the cesspool, friend. Exactement. Écoute, garde la tête hors de l'eau. C'est ça le plus important. Les gens sont friendly, mais pas tous. Ouais, exactement. Ouais. Mais bref, c'est ça. Fait que j'ai pas eu le temps encore, mais j'ai hâte de masser puis de m'enclencher 1 ou 2. Là, on dirait que je vais avoir une semaine un petit peu plus calme, alors je vais essayer d'écouter ça. Tu me diras ce que t'en penses, parce que je suis bien intrigué. Je suis le seul de mon groupe d'amis qui écoute Castle Rock, puis j'étais très, très, très intrigué par la bande-annonce qui est sortie il y a environ plus d'1 an de ça. C'était une espèce de teaser. On parlait d'une anthologie d'un univers de Stephen King. Puis c'est un peu ça, pas autant que je pensais. Là, chaque épisode se suit, donc il y a une trame narrative qui est complète. Moi, je pensais qu'on allait avoir une espèce de Monster of the Week avec que chaque épisode est une histoire dans l'univers de Stephen King. C'est pas ça. Fait que ça me déçoit un peu, mais l'intrigue est vraiment bien écrite. Puis je sais pas si tu connais un peu le podcast de Fat Man on Batman de Kevin Smith et son acolyte. Mark Bernardin, qui était journaliste puis qui a quitté sa job pour écrire sur la série. Donc on s'entend, ce gars-là est journaliste depuis plusieurs décennies. Il a décidé de quitter sa job de journaliste pour écrire parce que le projet le branchait vraiment beaucoup. Donc ça vous donne une idée de la qualité de cette série-là. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est disponible sur quoi? Je crois Crave, sur iTunes. Crave TV, puis iTunes aussi. Si vous êtes abonné sur Crave TV, les épisodes sortent à chaque semaine, je crois. Même chose pour iTunes. Ah, d'accord. Voilà, fait que c'est ça. Moi, je suis déjà abonné à Crave, alors je vais regarder ça bientôt. Mais... tu sais, il y a un aspect comme, tu sais, je suis un peu familier avec l'univers de Stephen King, surtout par les films. J'ai lu The Stand quand j'étais vraiment jeune. Mais j'ai pas lu beaucoup de Stephen King, mais je connais plus par les films et les affaires comme ça. L'autre soir à Prise 2, il y avait un Christine comme à minuit, là, puis je me suis couché comme 45 minutes plus tard parce que Christine, c'est rad.
C'était vraiment nice à écouter. Il y a un film vraiment particulier que le monde ne connaisse pas beaucoup. J'en ai parlé déjà à l'émission par le passé, mais ça s'appelle The Night Flyer. Puis c'est adapté d'une nouvelle de Stephen King. C'est sorti en téléfilm. Et c'est à propos d'un vampire qui pilote d'avion et qui utilise les aéroports privés du Maine pour se rassasier. Et il y a un gars qui est un journaliste de tabloïd qui court après, qui est aussi un pilote d'avion qui, bon, grâce à ça, il était en mesure de le traquer. C'est siribé as fuck. OK, c'est vraiment pas bien réalisé. L'acteur principal, c'est le... Ah putain, j'ai oublié son nom. Il est dans Twin Peaks. C'est celui qui est décédé dans la dernière année. Il a une petite gueule, en tout cas. Cet acteur-là, pardon, j'ai oublié le nom. Mais c'est particulier. Mais personne connaît ce téléfilm-là. Puis quand j'en parle... Écoute, Flyer, moi, ça dit rien. Hein. Je connais seulement le téléfilm de Stan qu'ils ont fait, ainsi que The Langoliers. The Langoliers, man, avec les belles bouches 3D. Ouais, non, ça c'était merveilleux. Je me rappelle parce que dans le temps, c'était des gros, des semi-gros événements télévisuels qui sortaient le dimanche soir à ABC. C'est vrai, après Lois and Clark. Là, moi, j'écoutais mon Lois and Clark, puis après, je m'étais fait hyper de Langoliers, fait que là, je l'écoutais, puis ils vendaient ça comme quelque chose de super tragique puis d'épeurant, puis quand tu l'écoutais, au final, c'était plutôt boboche. Le traitement, en tout cas, était particulier. Je pense que, justement, c'était... À cette heure, beaucoup de télévision qui est sur des réseaux grand public a tout de même l'air fancy, puis vraiment belle, comparativement nice. Avant. Ouais. Comparativement avant. Avant, là, c'était juste à HBO que tu pouvais voir la télévision. Quelque chose fait pour la télévision qui était beau de même. Ouais. Ça, c'était un petit peu cheesy, là, mais à cette heure, là, j'imagine que... Mais je trouve ça intéressant. J'aimerais ça connaître plus l'univers de Stephen King, parce que j'ai l'impression que cette affaire-là, comme je sais que l'intrigue commence avec quelqu'un qui a été retrouvé enterré ou capturé en dessous de la prison de l'homme de Shawshank. Ouais. Fait que c'est plein d'affaires comme ça, puis j'aimerais ça connaître plus mon Stephen King pour pouvoir consommer ça, mais non, j'ai hâte de l'écouter. Je pense que même si tu connais pas les Easter eggs, et mon Dieu qu'il y en a beaucoup, moi-même j'en ai manqué pas mal, tu peux apprécier la série quand même. Je pense que c'est juste intéressant parce que de temps en temps on va faire allusion à un événement qui est arrivé dans tes livres, puis Castle Rock, où les événements de la série se déroulent, est une ville qui a souvent été traitée dans les romans de Stephen King. Donc de temps en temps on fait des petits clins d'œil à ça, mais c'est vraiment pas nécessaire pour apprécier. C'est pas Star Trek Enterprise, là. Je sais pas si c'était un Trekkie, mais pour les gens qui écoutaient Star Trek Enterprise, c'était ça pendant 4 ans, là, juste des clins d'œil à ce qui allait se faire plus tard dans le futur, parce que c'était un prequel comme série. Mais on peut apprécier quand même. Non, j'ai jamais écouté Enterprise. J'ai écouté des petits bouts. Ouais, j'ai entendu dire que c'était pas tant bon. Ça pue. J'ai écouté j'ai écouté une saison ou deux d'Original Series, et puis j'ai écouté... Je me dis qu'un jour, il faudrait que je m'assise et que j'écoute au moins, comme mettons, les top 10 meilleurs épisodes de Next Generation. Parce que c'est ça, je sais que c'est quelque chose à ma culture. Puis j'ai écouté les premiers Discoveries, que j'avais trouvé ça bien, mais j'étais pas attrapé de continuer davantage, même si je me suis fait dire que c'était bien. Là. C'est bien, mais c'est pas Star Trek. Puis là-dessus, je suis vraiment boqué. Discovery, c'est pas Star Trek, c'est une série de science-fiction, d'exploration, entre guillemets, là, avec le logo de Star Trek. Mais Star Trek n'est pas au cœur. Mais tu dirais d'abord, ça se rapproche plus de quelle autre chose? Est-ce que ça crée au moins sa propre nouvelle affaire? Pas vraiment. Ça essaye, en quelque sorte. Je pense qu'à certains éléments, il invente une nouvelle façon de voyager à travers l'espace, qui est tout à fait nouvelle. Puis ça, c'est correct. Moi, j'ai pas de problème qu'on retcon du vieux stock, là, parce qu'on s'entend, c'est un prequel, donc... Là, le monde, quand il commence en disant « Ouais, mais la technologie est plus avancée que l'original series », c'est pas grave, là. Ça, on s'en sac, là. Mais au niveau de l'âme de ce qui est Star Trek, la collaboration, l'humanité, les valeurs, la recherche, la quête presque spirituelle, voire éthique, tout ça ne fait pas partie de Star Trek. Ouais, j'avais l'air... On est les bad boys de Star Trek. On est le côté givré. Puis là, j'étais comme... Ah, ok, ouais. Mais quand tu fais une bande-annonce de ta deuxième saison, puis dans la bande-annonce, t'as Lenny Kravitz, là. Il y a quelque chose qui s'est perdu, je pense, dans la chaîne de production. Ça, faut que tu vendes ça, faut que tu rendes ça pop et cool. Ça, ah oui, fait que tu prends Lenny Kravitz pour vendre ça pop et cool. Ouais, je suis d'accord. Ben regarde. C'est une plateforme de CBS, ok? Oui. Qui c'est qui écoute CBS? Des white old dudes. C'est des gens avec des cheveux givrés, là. Fait que, tu sais, il faut aller les chercher eux autres. Mais bref, c'est ça. Il y avait un épisode dans lequel, comme dans le 4e épisode, le monde se met à dire fuck, puis là, je suis comme... Ouais. Je suis comme... C'est pas nécessaire. Ben, je trouvais ça un peu... Si t'es pour dire comme, ok, c'est la série de Star Trek qu'on peut dire fuck dedans, me semble que tu dis dans le premier épisode. Puis tu trouves que c'est un personnage
ça devrait être la personnage principale qui dit fuck parce que t'es comme elle, c'est pas ton lead de Star Trek c'est habituel. Ça, c'est pas ton Picard, c'est pas ton Janeway, c'est pas ton Sisko. Moi, c'est ça que j'ai trouvé particulier, c'est que tu sais, j'écoute les 2 premiers de Star Trek Discovery, puis tu sais, c'est l'actrice qui s'appelle Sonequa Martin Green, je crois, avec Michelle Yeoh, puis là je suis comme aïe, c'est vraiment nice ce show-là. Puis c'est comme un prequel au reste du show, comme après il y a des affaires qui changent, puis finalement c'est l'actrice qui s'appelle Michael qui s'en va être sur un autre vaisseau. Puis là je suis comme, mais il est arrivé au show de elle puis Michelle Yeoh, c'était vraiment nice. C'était avant. C'est le préquel du préquel qui a fait qu'on voit. Oui, mais ça, encore là, je trouve ça vraiment particulier comme move. C'est un drôle de choix, mais moi, c'est... En tout cas, mais il y a des romans qui parlent de leurs aventures, inquiète-toi pas, il y a bien du stock si vous êtes fan de Star Trek. Là. C'est vraiment nice, mais c'est weird de commencer ça qu'un two-parter puis que le reste du show est pas ça. Moi, j'ai eu l'impression qu'ils ont... Oui, c'est vrai. Ton two-parter est supposé mettre le ton de la série, puis finalement, il y a rien qui s'établit. Je me rappelle, en écoutant le commentaire sur le pilote de Lost, Damon Lindelof qui dit t'entends le bruit du monstre avant la première pause commerciale parce qu'il dit c'est important qu'avant la première pause commerciale tu dis que ok il y a une explosion d'avion, il y a une île mais des affaires weird sur l'île et c'est important que toutes ces affaires là, tous les éléments qui vont être dans là jusqu'à la fin soient là avant la première pause commerciale. Puis ça je suis comme ouais ça fait du sens. Mais là je suis comme là, j'ai 2 épisodes des aventures de Michelle Yeoh puis Sonequa Martin Green. Puis là, ils sont comme aïe, je suis comme c'est vraiment nice. Puis tu sais, c'est comme une relation de. Encore là, je suis pas un expert de Star Trek, mais tu sais, de mentorat au milieu du show. Puis je suis comme ouais, c'est intéressant, c'est cool. Puis c'est cool que le personnage principal semble pas nécessairement être le capitaine du vaisseau. Tout ça, je trouvais ça. Puis aussi, ça faisait comme très moderne que ce soit comme 2 femmes. Puis t'avais le dude qui jouait par Doug Jones. Doug Jones. Lui, par exemple, je trouvais que c'est la meilleure affaire du show. Moi, je pense que c'est ce qui est le plus Star Trek dans Star Trek Discovery, c'est ce personnage. Je me rappelle pas qui avait dit ça, mais j'ai quelqu'un dit en ligne. Lui, on dirait que ça fait 3 saisons qu'il est là, genre. Puis qu'il connaît tellement bien son personnage, puis il est tellement là. Mais il est vraiment parfait. Mais les personnages plus qu'humains ont été toujours plus faciles à écrire pour les auteurs de Star Trek. Si on regarde Star Trek Voyager, le Docteur qui est un hologramme ou Seven of Nine qui était une ancienne Borg, c'est les personnages que les auteurs préféraient écrire. C'était comme plus facile à écrire, plus accessible. Ils ont toujours un peu plus de misère avec des personnages plus classiques comme Tom Paris ou Henry Kim, si je prends l'exemple de Voyager. Mais je pense que ça fait... Ouais, c'est ça. C'est peut-être probablement pour ça que ce personnage-là, donc Doug Jones incarne, était plus facile peut-être à flash out, comme on dit, pour les auteurs. Parce que c'est un personnage qui est plus grand que nature, très Star Trekien en fait. Exactement. Fait, en tout cas, bref, mais j'espère retourner. Juste de voir, par exemple, justement, pour quand c'est sorti à Comic-Con, le trailer, de voir la version. La réaction aussi. Mais de voir la version moderne du Gold. Du Gold Uniform. Du Gold Uniform. Puis je trouvais ça. Ah oui, je trouvais ça mieux fait que dans Star Trek de J.J. Abrams. Je trouvais ça cool. Puis j'étais comme, ah ouais, ça m'intéresserait peut-être de checker ça. Check bien ça, j'ai un segue parce que j'avais parlé du Star Trek de J.J. Abrams qui a réalisé les 2 premiers depuis 2009. Ça va faire 10 ans en fait qu'il y a eu un reboot. Hey, ça passe tellement Ça passe très très vite. J'étais jeune. Mais donc, j'avais 27 ans, tabarnak. Donc, depuis le 2009, on a eu le droit à une série de Star Trek au grand écran qui a eu un certain succès quand même. Pas énorme. Au box-office, mais pas énorme. Le premier était tout de même bien reçu, puis en tout cas, mais je me rappelle, comme tu vois, c'est ce film-là qui m'a fait rentrer plus dans Star Trek parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier film. J'ai trouvé ça vraiment. Moi aussi, j'ai aimé ça. Même si c'était quasiment plus un film de Star Wars que de Star Trek. C'est ce qu'on dit de ce film-là, oui. Puis, mais moi, j'avais pas de problème avec ça, mais je comprends que quelqu'un aurait un fan aurait un problème avec cette approche-là. Je peux comprendre, mais en même temps, c'est drôle parce que autant que j'ai de la misère avec Discovery, que je suis capable de défendre les films de l'univers de J.J. Abrams, parce que pour moi, c'est sûr que quand tu fais un film de 2 heures, tu peux pas être dans les questions philosophiques comme dans une télésérie, par exemple. Tu pourrais, mais ça peut être... Disons que le rythme est plus difficile à maintenir. Là, t'es au cinéma, t'es supposé offrir une expérience différente. C'est pour ça que les films de J.J. Abrams sont plus orientés vers l'action, ont quand même fonctionné pour moi parce que le cœur de ce qui était Star Trek, on le retrouve dans ces films-là. Et j'ai toujours trouvé que c'était brillant de la part des producteurs
d'en faire un univers parallèle. Comme ça, t'allais pas jouer avec les jouets des petits trekkies des petits trekkers qui, eux, n'aiment pas qu'on joue trop avec leurs bébelles. Fait que tout ce qui se passait dans cet univers-là, on n'avait pas de problème, on ne démolissait rien. Puis c'était un univers qui était qui avait sa propre ligne du temps en parallèle. Moi, j'avais pas de problème avec ça. D'ailleurs, donc, 2009, on a eu l'arrivée de Chris Pine dans le rôle de Kirk. Et je sais pas si tu sais, mais Chris Hemsworth était dans le film également. Il jouait son père, George. Son père, oui. Et ça fait plusieurs moments, en fait, qu'une rumeur comme quoi que Star Trek 4 réunirait à nouveau Chris Pine et Chris Hemsworth. Donc, Chris Pine voyagerait dans le temps, Kirk, et rencontrerait son père dans le passé, George. Et il semblerait que finalement, ça marche pas très très bien de ce côté-là parce que tu as THR, The Hollywood Reporter, qui rapporte que les négociations entre la Paramount Pictures et les représentants des deux acteurs ont cessé. Il n'y a plus de négociations. Tout le monde a quitté la table de négociation. C'est un point mort pour l'instant, ce qui amène le futur de la franchise d'un point où on ne sait pas trop où est-ce qu'on va s'en aller après. On n'a en fait aucune idée. C'est une question d'argent, tout simplement. En 2016, il y avait eu une entente entre les deux représentants des acteurs et on essaie du côté des acteurs de garder cette entente-là. Mais la piètre performance du dernier Star Trek Beyond au cinéma, a mis les studios... Je trouvais que c'était très bien. D'ailleurs, un réalisateur du gars qui a fait les Fast and Furious, un vrai Trekkie. Oui, Justin Lin, oui. Qui avait vraiment ramené ça, je pense... c'était du Star Trek, c'est du vrai Star Trek. Mais le film n'a pas bien fonctionné, par exemple. C'est dommage, mais moi, je trouve que, tu sais, il y a des épisodes de Original Series qui sont remplis d'action. Oui. Ou l'action qu'il était capable de faire à l'époque. Les années 60, oui, c'est ça. Fait que tu peux pas me dire quand il y a de l'action dans Star Trek que ça fait pas partie Star de la patente. Oui, ça, c'est sûr. S'il y avait pu... Te rappelles-tu quand Kirk donnait comme un double coup de poing à un Gorn? Oui. Mais ça, ils l'ont ramené dans le reste de la franchise. Après, tu regardes Next Gen, puis tu regardes Deep Space Nine. De temps en temps, ils ont fait en sorte que ce move-là est canon. Parti d'un art martial quelconque. J'espère. Mais tout ça pour dire que du côté de Paramount, on est comme, regarde, Beyond n'a pas fait beaucoup d'argent, on peut pas vous donner autant qu'on avait promis. Et là, les acteurs sont mais c'est l'entente qu'on a eue en 2016. Fait qu'ils ont quitté. Pour l'instant, le futur de la franchise est comme vraiment un drôle de limbo. Parce que le reste du cast, la distribution n'a pas signé encore. Et oui, ils pourraient recaster Kirk, mais ça serait bizarre rendu à ce point-ci, surtout rendu au 4e d'une nouvelle franchise. C'est des acteurs dont le profil a vraiment monté aussi depuis. Ben oui. Fait que Hemsworth particulièrement. Ouais, fait que c'est ça, tu sais. Donc pour l'instant, personne n'a signé. On sait pas ce qui va arriver avec Star Trek 4. Mais bon, on a appris la semaine passée, puis j'en ai parlé beaucoup du retour de Patrick Stewart à la franchise. Donc, de ce côté-là, moi, je suis pas triste, mais encore une fois, j'ai beaucoup aimé les films de Star Trek de Chris Pine et sa gang. Donc, j'espère qu'ils vont trouver un terrain d'entente pour que le 4e ait un jour lieu, parce que j'aime bien cette franchise-là au grand écran. Toi, avais-tu une petite nouvelle pour nous autres, monsieur Yannick? Oui. Premièrement, Batwoman au petit écran a été casté. Ruby Rose. Ruby Rose, que beaucoup ont rencontré dans Orange is the New Black, mais que moi, je n'ai pas écouté car j'ai peur des prisons. Et, moi, ça me terrifie. Hein, moi aussi, ça me terrifie. Fait que les affaires qui se passent dans les prisons, non merci. T'as-tu écouté à Fantasia Brother's Nest? Non. OK, parce que dans Brother's Nest... pas obligé d'avoir vu le film, là, mais il arrête pas de parler du fait de tomber en prison et je souffrais avec les personnages parce que c'est mon hantise. Là. J'écoute un Lock-In, un genre de film, un espèce de documentaire en prison, puis ça me fait capoter. Moi, je t'offre une journée, là, c'est clair que je me fais ramasser. Là. Ouais, non, c'est clair. Là. On se fait virer de bord comme un bois en prison. C'est ça. Ça, Ruby Rose, que vous avez peut-être vu ce week-end dans The Meg. Oui. Avec Jason Statham. Qui est qui va jouer à Batwoman dans le crossover du Arrowverse. Du Arrowverse, de DC, et qui est appelé à devenir la vedette de sa propre série de Batwoman pour la CW. Car je pense en plus la CW vont rajouter. Ils font juste de la programmation pour du lundi au vendredi. Et là, ils seront apparemment supposés ajouter le dimanche à leur plage horaire, qui vont commencer à faire des émissions aussi le dimanche. Alors, j'imagine que Batwoman ferait peut-être partie de ça. C'est leur vache à lait, les super-héros de DC en ce moment, là, de CW, ça marche très bien pour eux. Oui, absolument. Fait que, puis aussi, je pense qu'il faut qu'ils... je pense aussi qu'ils sont capables de voir que le soleil est à veille de se coucher sur Arrow. Là, que ça fait... ça fait plus que 7 ans. Ça fait 7 ans? Je pense que ça va être saison 7. Saison 8. Saison 7, je pense. Puis je pense qu'ils doivent voir le fait que là, ils veulent toujours avoir un show de street level vigilante. Puis là, j'imagine que... Tu sais, ce que j'ai
écouté moins Arrow dans les années précédentes, même si quand je le vois, j'aime encore ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est à quel point Arrow, ils ont joué avec tellement d'éléments de Batman qu'ils ne se rendent pas dans les films. C'est Batman, mais puis, pas Batman. Il y a des éléments Green Arrow-esque, mais il y a plein, tu sais, comme... surtout dans les saisons plus récentes, la famille de Sidekick, toutes les affaires comme ça. Fait que là, ils vont juste aller plus proche dans ce genre de biscuit-là en ayant Batwoman, puis probablement... Tu sais, on a l'impression que, tu sais, les liens se loussent de moins en moins sur l'utilisation de ces personnages-là. Fait que... Ouais, pourquoi ils vont pas tout simplement faire une série de Batman ou rajouter Batman dans cet univers-là? J'ai jamais compris pourquoi ils l'assumaient pas ou ils voulaient pas aller là-dedans. C'est pour une confusion? Ils ont peur d'une confusion? Je pense qu'ils ont une certaine peur de confusion, quand si tu remarques, tu sais, Superman a juste apparu dans Supergirl à la TV pendant qu'il était mort au cinéma. Fait que je pense que c'est ça. Mais c'est une question de hasard, c'est vraiment un choix. Je pense que c'est un choix. Moi, je pense que parce qu'on a quand même un Flash à la télé et on a eu un Flash dans Justice League. Oui, regarde, moi j'imagine que les gens qui renaient les films ne pouvaient pas prévoir le succès que Grant Gustin aurait eu dans l'émission, parce que je me rappelle, ils ont annoncé le film de Flash comme quand le deuxième épisode a sorti. Et quand son deuxième épisode est sorti, puis les codes d'écoute étaient encore très très bonnes. Ouais. Et il y a plus ou moins comme... Il est la face du personnage au sens large pour le public. Ouais. Fait que, ben, c'est ça, je pense que de ce que j'ai entendu, ils n'ont pas accès à ces personnages-là. C'est comme les films qui ont le droit en premier. Mais je pense que ces affaires-là vont devenir de plus en plus lousses. D'ailleurs, il y a un film de Supergirl qui a été annoncé, que je peux pas imaginer qu'est-ce qui leur reste à faire, parce que de la même façon que Arrow joue dans les plates-bandes, va chercher les éléments de Batman. Arrow va chercher ce qui se passe dans comics de Batman qui sortent à chaque mois, versus essayer de faire Dark Knight Returns. T'sais, les films sont comme, on essaie de faire Dark Knight Returns, ce qui, si tu veux faire des films à long terme, n'est pas une bonne idée. Attends 5 films avant de faire Dark Knight Returns, tandis que Arrow est comme, non, nous autres, on va prendre le roulement de Batman qu'il y a dans les comics à chaque mois, puis on va faire des séries avec ça, parce qu'il faut qu'on fasse 22 épisodes par année. Puis Supergirl fait la même chose avec plein d'éléments premièrement de Supergirl, de Superman, mais tu sais, dans la dernière saison, Supergirl, elle a eu des aventures avec la Légion des super-héros. Fait qu'ils sont rendus loin de même. Tandis que, c'est quoi, je vais aller voir Supergirl au cinéma, puis elle va avoir sa cape. Après 10 minutes, mettons. Regarde, si elle a sa cape après 10 minutes, ils vont l'avoir fait plus vite que l'émission de Supergirl. Fait que c'est leur seul move à faire. Ou de Smallville. Regarde, Smallville, c'est une autre affaire. Ouais, c'est une autre affaire. Ça, ouais. J'ai vraiment le goût de réécouter Smallville, mais des fois, je suis comme... T'es-tu malade? Qu'est-ce qui tombe sur la tête? Je pourrais dire que oui, je suis malade. mais j'adore Smallville. Avoir envie de tomber sur Smallville. Écoute, tous ces shows-là n'existent pas sans Smallville. Mais bref. Non, tous ces shows n'existent pas parce qu'il n'y avait pas la vague des super-héros avant. Mais c'est pas Smallville qui est responsable de leur succès, tu penses, pour vrai? Je pense que Smallville, qui a duré 10 saisons... 10 saisons, c'est moi l'oublier. C'est ça qui a fait que CW a fait comme « Ah non, ces affaires-là, tu peux les mettre longtemps à l'écran puis ils amènent du monde. » Selon la même logique, donc Supernatural, ça n'existerait pas si Buffy n'avait pas existé. C'est sûr que non. À mon avis, c'est sûr que non, parce que c'est là qu'il voit comme « Ah, voilà un engin que s'il est... » bien huilé, ça fonctionne. S'il est bien huilé, il peut aller pour la crème. Supernatural, c'est 13 saisons. C'est 13 saisons. Supernatural va nous survivre. C'est ça qui va arriver. On va être mort depuis longtemps, mais Supernatural est encore à l'écran. C'est exactement, tu sais. Mais, parce que Supernatural, c'est comme, ça va être comme Buffy, mais ça va être comme The X-Files, puis ça va runner pour toujours. C'est comme, OK. Ouais, parfait. Oui, c'est le bébé cochon entre Buffy et The X-Files. Exactement. Why not? C'est ça que je trouve intéressant, comme on a souvent parlé de The X-Files, mais tu sais, quand tu réécoutes The X-Files, il y a tout. Tandis que quand il y a une série de science-fiction, maintenant, c'est juste une parcelle de ce qui était X-Files. Une tranche de X-Files. Je suis d'accord avec ça. Supernatural, c'est tous des monstres et des démons. Mettons, Fringe, c'était toutes des affaires de super science. Puis c'est de même, tandis que X-Files, c'est
à chaque semaine, c'était différent. C'était ça pour une semaine ou l'autre, puis des fois, ça pouvait être les deux. Mais je sais pas si t'avais ça dans tes notes, mais t'as vu ce qui est arrivé avec Ruby Rose après l'annonce qu'elle allait devenir la prochaine Batwoman? Oui, ben elle s'est retirée de Twitter. Je sais pas si elle s'est retirée de tous les médias sociaux, mais... Pas Instagram, je crois. Elle reste encore sur Instagram. Ben, je pense qu'aussi sur Instagram, tu peux plus commenter, contrôler tes commentaires, mais ben, c'est absolument triste, mais on est à une époque où il y a il y a du bullying puis de la mauvaise information. La mauvaise information, mais il y a aussi des genres de mouvements de masse nocifs de gens qui se disent fans de ces affaires-là, nocifs, qui vont à l'encontre des affaires plus progressives et plus positives et qui sont contre des affaires moins le fun. À la défense de ce qui s'est passé, Ruby Rose se faisait accuser de ne pas être assez gay pour le rôle. Parce qu'on va juste se remettre un peu en contexte. Le personnage de Batwoman, il y a eu plusieurs incarnations dans les comic books, mais celle dont on parle, c'est la plus récente qui a été ramenée en 2010 à peu près. 2006, moi j'avais 2010. C'était George Roca et G.H. Williams III. Oui, c'est Greg Rucka a présenté Katy Kane dans la première série The New 52. Pas de New 52, mais la série mensuelle qui s'appelait 52, qui est sortie... oui, je les avais en single, cette série. Qui est sortie après le truc de DC de One Year Later. C'est là qu'ils ont lentement présenté Katy Kane et qui est devenue Batwoman. La Batwoman qu'on connaît. Qu'on connaît avec... Donc ce personnage-là est dans les bandes dessinées est gay. Et écoute, si c'est une femme créée par Greg Rucka, elle est probablement gay. Elle se fait expulser d'ailleurs d'une académie militaire à laquelle elle étudiait parce qu'elle avoue être homosexuelle. Et à l'époque, c'était la fameuse Don't Ask, Don't Tell qui a été enlevée sous Obama, mais qui à l'époque était encore en place. Donc elle a quitté, devenue Batwoman. Donc c'est une femme héritière d'une riche famille, c'est pas trop clair là, des fois ils jouent un petit peu avec l'origine. Et dans la déclaration que Ruby Rose a faite vendredi dernier lorsqu'elle a quitté Twitter qui semblait être un cesspool de marde depuis de plus en plus au fil que les années avancent, on l'accusait de ne pas être assez gay ou de ne pas être gay. Ce qui n'est pas le cas, l'actrice l'est et ouvertement depuis des années. Et il disait ironiquement, on marcelle par rapport à ça et dans les dernières années, on m'accusait d'être trop gay à l'écran pour des rôles qui étaient hétérosexuels. À un moment donné, ça devient... La raison derrière pour être une marde, elle est peu importante. C'est juste que tu l'es. Je sais pas ce que je veux dire. Oui, t'as pas besoin d'une justification pour être une espèce de décade. Et je trouve ça dommage que une femme qui, d'ailleurs, lorsqu'elle a avoué à Jimmy Fallon qu'elle avait décroché le rôle de Batwoman, était sur le bord des larmes tellement qu'elle était heureuse de finalement incarner ce personnage-là. Tant mieux si t'as une actrice, un interprète qui prend pas le rôle juste par next move dans une carrière, mais parce qu'elle a envie de le faire. Et là, elle se fait boulier au point qu'elle quitte les médias sociaux. Je trouve ça vraiment déplorable. C'est pas... quand t'es une actrice tout de même en vue, là, elle vient d'être dans un film vraiment populaire. Là. Absolument, ton move de carrière, c'est pas d'aller vivre 4 ans à Vancouver. C'est ça, pour faire de la télé de CW. Ouais, exactement. Fait que là, tu sais, c'est clairement quelque chose de sincère et de vrai pour elle. Puis, mais c'est ça, il y a juste... de toutes nos affaires de nerds qu'on aime, il y a il y a une variété de gens qui aiment les mêmes affaires que nous autres. Puis il y a des gens qui, je pense, aimaient ces affaires-là pour des raisons plus étranges ou sombres. Puis, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, des fois, il y a du monde... Tu sais, il y a des racistes qui aiment les X-Men. C'est sûr. Fait que c'est ça l'affaire que je pense, c'est que... Pour toi, c'est un non-sens parce que les X-Men, c'est une allégorie à l'acceptation des différentes cultures, des différentes... Oui, c'est tout ça, mais d'autres ont comme juste voir Wolverine slicer du monde, puis les explosions, puis les pouvoirs, c'est assez. Mais il y a toujours eu cet aspect-là, puis là... Les super-héros, c'est tout ce divertissement-là tente d'être... essaie d'aller dans une version plus progressiste, plus acceptable et qui inclut tout le monde. Et ces gens-là, ils se voient pousser du portrait et ça les choque. Ouais. Et, parce qu'ils sont plus le public cible maintenant. Ils sont plus uniquement le public cible. Exactement. C'est une explication. Je sais pas qui l'a sorti, mais tu sais, quand t'as toujours eu la tarte au complet, soudainement, quand tu te fais dire qu'il y a juste une pointe que tu peux pas avoir, t'es comme « Oh mon Dieu, on est en train de me voler la tarte au complet. » C'est ça, ouais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça, et puis
il y a beaucoup de ce monde-là que leurs réactions sont nocives et se transforment justement en campagne de bullying puis en genre de jeu dégueulasse sur les médias sociaux, de harceler les gens puis essayer de faire taire des voix. Là. Moi, j'ai travaillé pendant un certain temps pour faire de la gestion de communauté, puis toi aussi t'en as fait dans le temps que tu travaillais chez Tribute. Puis il faut dire que moi je pense qu'en tout cas, probablement que ta job était plus agréable que la mienne. Moi, je travaillais pour une compagnie de jeux vidéo que en tout cas, qu'importe. Mais la dynamique sur les médias sociaux était assez dégueulasse. Et ce qui me fascinait, parce que c'était une expérience anthropologique que je vais toujours me souvenir aujourd'hui, et jusqu'à ma mort, c'est à quel point les théories des gens sur les médias sociaux devenaient rapidement des faits. Et ces faits-là devenaient une brique d'un mur tiré de d'autres faux faits. Donc ça pouvait partir de quelque chose qui était peut-être une bonne intention, de questionner par exemple les créateurs du jeu, puis tomber dans des espèces de théories qui finalement devenaient une espèce de fer de lance pour attaquer la compagnie, les gens qui étaient derrière, et ça faisait absolument aucun sens. Et il y avait une impossibilité de communication entre les individus entre eux autres et la compagnie et les gens qui suivent la compagnie. Mm-hmm. Donc, je reprends ça pour l'exemple de Ruby Rose, qui est une femme ouvertement gay depuis des années. On l'accuse de ne pas l'être assez. Et pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Je veux dire, elle l'est. Puis même si c'était pas le cas, est-ce que ça vaut la peine de partir une espèce de campagne d'harcèlement? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on fait partie de ce genre de vague-là, on est un couteau parmi une vague de petits couteaux qui, à la longue, font peut-être une petite entaille, mais qui font que tu saignes à mort. Mm-hmm. Ça devient plus important l'enjeu qui est derrière. Là. Ça devient du bullying. Moi, ça me fascine. C'est pour ça que depuis des années, et je le dis souvent à ce micro-ci, je me retire de tout genre de conversations comme ça en ligne. Parce que souvent, on est souvent dans la réaction, on n'a souvent pas toutes les formations, puis souvent aussi, ça sert absolument fuck all, à part juste taper sur quelqu'un d'autre. Moi, ça m'intéresse pas de me joindre à ce genre de... Non, c'est c'est vous pareil que Ryan Johnson est encore sur Twitter, pareil. Moi, Ryan Johnson? Je suis avec tout ce qui est envoyé vers lui. Là, le réalisateur de Last Jedi, il doit avoir la thick skin, comme on dit. Sa peau, elle doit être vraiment, vraiment dure. En tout cas, qu'importe, je trouve ça plate pour Ruby Rose parce que j'imagine que quand t'es actrice aussi, avoir un Twitter, c'est une façon de communiquer avec son fanbase. Mm-hmm. Mais j'espère je pense pas qu'elle va quitter le rôle. J'ai bien hâte de la voir dans... Je trouve qu'elle a le casting parfait, en fait, pour ce personnage. Oui, elle a un beau... C'est quoi? Elle a comme vraiment une mâchoire puis un menton vraiment pointu. Comme Batwoman. Justement, j'ai hâte de voir comme tout le casse autour de ça puis tout le masque de qu'est-ce qu'elle va avoir l'air. De tous les costumes qu'on peut réajuster pour l'écran, j'ai l'impression que celui de Batwoman, celui de la version la plus récente, va être le moins modifiable ou modifié. Je pense qu'il fait bien dans... C'est un costume vraiment Batman-esque, mais noir et rouge. Puis ça, je pense qu'il n'y a jamais eu ça vraiment à l'écran en live action. Fait que je pense que ça va être cool. Ça va être nice. Donc, juste pour rappeler, Ruby Rose, Batwoman, dans le crossover du Arrowverse qui va avoir lieu en automne prochain. Ouais. Imaginons, ça sera pas une grande nouvelle, une grande surprise, pardon, qu'elle aura éventuellement aussi sa propre série. Mm-hmm. Je passais de ta petite nouvelle, justement, d'harcèlement en ligne avec quelque chose que peut-être tu as déjà entendu parler. Sûrement que tu as entendu parler, c'est la saga de James Gunn, Disney et Marvel. Oui, justement, tout ça, c'est lié, ça fait partie d'un même continuum. Ah oui, c'est absolument le même. Si on a les bonnes intentions derrière un ou l'autre, c'est par exemple, un cesspool. Ça va encore plus deep avec la droite aux États-Unis. Le alt-right vraiment loin, pas des gens nécessairement de droite, mais du monde vraiment fucking loin qui... Je vais résumer rapidement les faits pour les gens qui sont peut-être pas au courant. James Gunn, qui est réalisateur scénariste de la Guardian of the Galaxy, c'est quelqu'un qui a déjà fait partie de l'écurie Troma, qui est donc cinéma vraiment, comment je pourrais dire, grossier, indépendant. Il vient de cette école-là, il l'a jamais caché. D'ailleurs, le créateur de Troma, le président de Troma, est dans pratiquement tous ses films en tant que caméo. Et il y a quelques semaines, il s'est fait, comment je pourrais dire, pointé du doigt par des regroupements de alt-right aux États-Unis, comme quoi certains de ses tweets datant de 2011 étaient de mauvais goût. Tweets qui étaient vraiment de mauvais goût. Tweets pour lesquels James Gunn, même à l'époque, s'était excusé. C'était relativement douteux. Mais suite à ce point du doigt massif de la part de l'alt-right, Disney a décidé de couper les liens avec le réalisateur et ils lui ont enlevé le contrat de réaliser Guardian of the Galaxy 3. Le scénario du troisième est déjà écrit et disponible. Et depuis, tout le monde se part en une espèce de fuckfest à savoir qui a raison. Est-ce qu'on aurait dû l'enlever? Est-ce qu'on aurait dû pas l'enlever? Et là, on a une nouvelle de Mike Fleming de Deadline. Et moi, j'aime bien Deadline parce que habituellement, ils sont quand même pas pires dans leur source. Donc, ils rapportent une source comme quoi Marvel, qui appartient à Disney, a essayé de lancer
de persuader Disney récemment d'explorer des compromis entre la compagnie et James Gunn afin de le ramener à bord de la tête de Guardians of the Galaxy 3, qui, on s'entend, le ferait des bienfaits pour la franchise. Je ne vois pas Guardians of the Galaxy sans James Gunn. C'est discutable, mais quand même. Et ça rentre dans cette mouvance maintenant que tous les acteurs de la distribution ont montré leur appui public à James Gunn, dont Dave Bautista, qui arrête pas de défendre James Gunn sur toutes les tribunes possibles. Il parle même pas de Guardian, puis il va ramener ça à James Gunn. Donc, est-ce qu'on va revoir éventuellement James Gunn à la tête de Guardians of the Galaxy 3? Je ne sais pas, mais selon Mike Fleming, il y a tout le moins des pourparlers, en tout cas, entre les compagnies. Je pense qu'il faut qu'ils se mettent en avant de ça, parce que pour plein de raisons, probablement, moi, je pense qu'ils devraient ramener James Gunn, parce qu'ils peuvent pas... oui, tu te situes là-dedans, toi? Premièrement, il a dit plein d'affaires comme qui étaient edgy, dégueulasses, des blagues de pédophilie, toutes ces affaires-là, mais tu sais, c'est un gars de trauma. Ces jokes-là sont extrêmement dégueulasses, pareil. Le monde qui veulent rien avoir à faire avec lui ou son œuvre, à cause de ça, grand bien vous fasse, il faut vivre sa vie, hein. C'est ça. Mais qu'une super grosse corporation a plié à un move de gens de l'extrême droite, du alt-right comme ça, c'est très mauvais. C'est un très mauvais précédent. Ça crée un précédent, c'est ça. Et tu peux... Puis ces gangs-là ils ont essayé une couple de fois dans la dernière semaine encore avec Patton Oswalt puis Sarah Silverman, de faire comme ça. Et puis... ça a-tu marché? C'était quoi non, ça n'a pas marché, mais ils essayent encore. Tu peux aller chercher plein de mauvais, des jokes salaces ou croches. Sarah Silverman était trash à souhait dans le temps, puis c'est une voix dans Wreck-It Ralph. Fait que là, le monde, cet amour-là, il voit comme, OK, ça a marché à Disney, fait qu'on essaye vers Disney de les faire plier pour autre chose. Exactement, de les faire plier davantage. Mais là, ça ne fonctionne pas. Tu as vu le réalisateur Bobcat Goldthwait récemment qui a été au Tonight Show. Et pas pour Tonight Show, pardon, le Late Show avec... Seth Meyers? Non, pas Seth Meyers, voyons. Tabarnak que j'ai un nom, un blanc. The Late Show with le dude de Colbert Report. Stephen Colbert. Oui, c'est vrai, voyons, Chris, j'avais un esti de blanc. Et il a dit, moi, tant qu'à ça, enlevez-moi, j'ai fait la voix pour une attraction qui va être disponible à Disneyland. Puis tu sais, Bobcat, c'est quelqu'un qui est pas politiquement correct puis qui en a brassé de la merde jusqu'à récemment dans ses récents films, c'est bien lui. Tu sais, je veux dire, si il disait d'ailleurs très bien dans l'entrevue, si on s'attend à ce que tout le monde soit propre, il y aura plus personne. Tu sais, je veux dire, moi, on a fait 12 ans de show avec Les Mystérieux, sûrement que toi aussi avec ton podcast, t'en as dit des affaires. À un moment donné, les choses changent, puis des fois tu dis des choses sur le feu de l'action. Si on attend à ce que tout le monde soit propre, il y aura jamais rien qui va se faire dire. Là, fait que moi, je pense premièrement, il devrait le réengager parce que tu peux pas justement plier à ces gens-là. Et je les vois pas faire, par exemple. Je pense pas que ça va arriver. Là, il faudrait qu'ils admettent comme publiquement qu'il ait fait une erreur, ce qui semble aussi très peu probable qu'une grosse corporation comme ça le fasse. Mais si quelqu'un peut les faire changer d'idée, c'est justement Kevin Feige puis Marvel, parce que c'est comme leur grosse écurie en ce moment. Ça leur fait plus d'argent que Star Wars, probablement, ou sinon très proche, je veux dire juste en salle et en merch, produits dérivés. Des produits dérivés, tout ça, ça doit être assez énorme. Fait que si il y a une place que ça peut changer, ça peut être ça. Moi, j'espère que ça va être le cas. Mais aussi, autrement, c'est comme le monde cosmique Marvel wacky, c'était tellement son empreinte à lui que c'est difficile d'imaginer d'être autant intéressé par quelqu'un d'autre qui le fait pas. Mais en tout cas, j'espère qu'ils vont le réengager, mais s'ils le réengagent pas, regarde, Warner Brothers va aller le chercher, c'est sûr. Il y a déjà des offres, d'ailleurs. Il y a déjà des rumeurs comme quoi Warner Brothers a approché James Gunn pour réaliser des films pour l'univers de DC Comics au grand écran. Go for it, man. Go, vas-y. Meilleure pub, puis... non, c'est la meilleure pub. Je veux dire, ce film-là va se faire de un avec la touch de James Gunn, qui est très personnel. Il s'est vraiment approprié l'univers des Guardians of the Galaxy d'une manière que moi, je m'attendais pas du tout. Je n'avais aucun intérêt pour ces personnages-là avant d'avoir vu le premier film il y a quelques années. Donc, il peut prendre n'importe quelle franchise de DC, l'adapter au grand écran, et même si c'est pas bon, ce qui m'étonnerait, mais ça pourrait arriver, il va avoir
un mouvement de foule juste pour aller voir ce film-là. Et probablement juste en appui pour le film, les gens vont se déplacer. Il va y avoir un hype pour ça. Puis l'histoire les films de Guardians, c'est du monde croche qui apprennent à être des meilleures personnes ensemble. Ouais. Puis comme James Gunn, qui était comme un gars plus edgy dans le temps, il est devenu une personne qui s'est clairement comme adoucie puis devenu potentiellement une meilleure personne. Fait que, tu sais, c'est comme... Il vit ce qu'il racontait dans ces histoires-là, puis le fait qu'il a été comme renvoyé, malgré ça, il y a comme un genre de triste sens. Oui, il y a comme une triste ironie dans tout ça. Donc, James Gunn, j'espère pour le mieux pour toi. Écoute, je pense que c'est un créateur de talent. Je trouve ça vraiment dommage ce qui s'est passé avec tout ce bordel. Est-ce que tu avais un autre petit truc, toi, M. Yannick? J'aimerais mentionner, il n'y a pas si longtemps, en fait, il y a quelques mois, tu m'as invité au podcast exclusif sur Patreon. Oui, Bifurcation. Bifurcation pour parler d'Action Comics numéro 1000. Et depuis, il y a eu... Ouais, t'as-tu suivi la série? Justement, depuis, il y a eu toute la mini-série Man of Steel, puis les 2 séries Superman et Action Comics écrits par Brian Michael Bendis qui sont sortis et j'arrive ici avec mon bulletin. Ah ben nice, parce que je dirais que c'est un solide de B+, voire même un A-. Ah ouais, quand même. Moi j'aime beaucoup ça. Il y a 2 numéros de Superman qui sont sortis et un numéro d'Action Comics qui est Action Comics 1001. Puis la mini-série était quoi, excuse-moi? C'est Man of Steel. C'était Man of Steel. C'était un 4 numéros, c'est ça? C'était 6. 6 numéros, donc pour suivre ce que Brian Michael Bendis fait du côté de DC, c'est la mini-série puis les 2 titres de... Ouais. Ok, parfait. C'est dans la mini-série, je te dirais que certains diraient qu'il y a peut-être 2 numéros de trop. Je suis pas nécessairement en désaccord avec ça, mais ces numéros-là sont dessinés par des artistes vraiment nice, fait que moi je le prends bien. Ça recalibre un peu ce qui s'est passé avec Superman à date et puis le nouveau statu quo qui est pas tant différent que Bendis fait dans la série pour le moment, ce qui est essentiellement il met Lois Lane et le fils de Superman un peu en parenthèse, un peu dans une bulle, puis il les sort de la série pour un bref instant, parce qu'il y a déjà du art des prochains numéros qui reviennent. On les voit, ok. Mais c'est genre, je pense qu'il voulait comme avoir une couple de numéros ce qui était juste avec Clark Kent. Pour établir Clark Kent puis Superman. Ouais, ben là, c'est ce qui est arrivé dans la mini-série, c'était comme un peu le mystère, où est John et où est Lois. Et là, t'as essentiellement un père qui suppose que le reste de sa famille y est, puis là, il essaie de continuer sa vie en même temps en tant que Superman, en tant que Clark Kent. Et dans Superman, c'est de l'action, de super-héros plus éclaté, opératique, un peu dessiné par Ivan Rice, et c'est de toute beauté. Ah oui, je l'aime bien, lui. Le premier numéro de Superman se termine avec une crise incroyable. La Terre entière a été amenée dans la Phantom Zone, alors... Qu'est-ce que Superman va faire? Oh shit. Et là, fait que là, c'est comme des gros enjeux de Superman, tandis que Action Comics, c'est plus qu'est-ce qui se passe à Metropolis, c'est plus des intrigues de Clark Kent. Est-ce que les deux s'emboîtent? Ils s'emboîtent pas à date, mais j'imagine qu'ils vont se tisser plus. Mais tu peux suivre un sans suivre l'autre. Okay. Puis l'autre, c'est plus la scène criminelle de Metropolis et comment est-ce que le crime organisé est capable d'exister dans une ville où il y a Superman? Ça parle de tout ça. Ça, c'est très Brian Michael Bendis comme prémisse. C'est très street level comme vision de l'univers des super-héros. Fait qu'il y a sa passion pour la machinerie criminelle organisée. Puis sa passion aussi du journalisme, parce qu'il y avait beaucoup de temps dans Daredevil avec Ben Urich. Fait que là, Jessica Jones également. Ouais, fait que ça, il mélange ces deux choses-là dans un livre de Superman que moi, ça fait des années que je voulais lire ça. Je suis très content de le lire. Alors, j'aime beaucoup ça à date. Alors, je pense qu'à date, ça se recommande bien en trade si vous êtes curieux. Est-ce qu'ils sont sortis? Est-ce que le premier trade de la mini-série est disponible? Peut-être en numérique, mais je pense pas. Non, ça fait tout de même pas si longtemps. Donc ça prend un certain temps. C'est au début de l'été que c'est sorti. Fait que j'imagine plus vers l'automne, le premier trade va être sorti. Excellent. Mais ça, j'ai bien aimé aussi ça. Puis j'ai lu les 2 premiers numéros de Justice League de Scott Snyder qui... Et Scott Snyder, l'espèce de Justice League cosmique dont on avait parlé dans Bifurcation également. Ouais, ben là, c'est devenu juste Justice League numéro 1, puis de tout ça. C'est de la grosse action. J'ai l'impression qu'il est comme... qu'il était assis à côté de moi dans un char, puis qu'il me dit, là, non, mais là, il y a ça, puis là, il y a ça. Il est super enthousiaste des idées qu'il déploie. D'accord. Et c'est pas tout le temps clair, mais il y a un enthousiasme qui est là, qui est le fun à lire. Et aussi, c'est clairement un livre qui semble être Justice League, mais c'est aussi la Legion of Doom, les méchants.
Et il y a encore là, il y a un certain délice à écrire ces méchants-là, qui est vraiment le fun. En même temps que les héros. Fait que c'est comme un genre de buffet de l'univers de DC, écrit par Scott Snyder. Je trouve ça vraiment le fun. D'ailleurs, on tombe sur le 25e anniversaire bientôt, où ça s'est déjà passé, de la mort de Superman. Oui, c'était en 92, je crois. Alors, ouais, c'est ça l'année 25 ans. Mais il y a ils ont sorti un film animé, justement, juste Death of Superman très récemment, que j'ai pas encore vu. Yes. Mais, Puis je le rappelle pour les gens à la maison, mais un des architectes de la mort de Superman, c'est Denis Roddy, qui était encreur à l'époque pour DC Comics, présent dans la salle quand on a décidé de tuer Superman. La raison étant, on ne pouvait pas le marier parce qu'elle allait le faire dans Lois & Clark. Oui. Donc, à l'époque, il y avait vraiment déjà des échos de la télésérie, des choses qu'il ne pouvait pas faire à la télévision, dans les comics parce qu'elle allait le faire à la télévision. On n'a pas pu le marier, on l'a fait marier après à Lois, suite à la télésérie quand il est revenu d'entre les morts. Mais on a décidé de le tuer, puis ça c'était à cause de Lois & Clark. Oui, mais je me rappelle d'un des premiers parce que j'ai acheté le trade et ça a changé ma vie de la mort de Superman. Mais que le reste, je me rappelle qu'un des premiers comics que je me suis acheté, je m'avais acheté plein. J'ai suivi le retour de Superman un peu morcelé parce que j'avais un numéro là, fait que j'avais comme un bout des aventures de Superboy, puis un bout des aventures de Steel une place, puis le Cyborg Superman à une autre place. Mais je me rappelle qu'un numéro que je m'étais acheté au boulon d'ancrage, au promenade du cuivre de Rouen Noranda. On les salue. C'était le numéro où, comme c'est plus Superman est de retour en action, blablabla, et Lois se fait couper les cheveux pour qu'elle ait les cheveux de Terry Hatcher. Et oui, c'était pour un genre de gala sur un dirigeable qui explose et que Superman va sauver. Fait que t'avais un Superman avec des cheveux longs. Puis je pense qu'il était supposé avoir des cheveux longs parce que, tu sais, comme Dean Cain avait comme une petite coupe longueuil. Mais eux autres ont décidé comme il y avait des cheveux de Fabio, puis il était glorieux. Dean Cain avait une petite longueuil, je m'en souviens pas. Dans le pilote de Lois & Clark, Dean Cain a les cheveux un petit peu longs en arrière, juste un petit peu longs. Puis je me rappelle que je voyais des photos, puis j'étais comme... OK, ben c'est peut-être pour ça qu'il y a des cheveux longs dans les comics. Il y a des cheveux un petit peu plus longs à TV, mais pratiquement pas. Tandis que dans les comics, là, il y avait l'air de Samson, que j'imagine ils ont dû faire comme... Ça fait 50 ans qu'on dessine Superman, on va rajouter quelque chose de différent dans la patente. C'est ça. Mais ouais. Il y a un trade qui existe de le retour du Superman, parce que tu disais que tu lisais de manière morcelée, mais même quand tu lis dans son intégralité le retour du Superman, qui est une espèce de brique imprimée sur du papier digne d'un bottin de téléphone, c'est de très piètre qualité. Là. Je l'ai tu l'as, Caroline, que ça l'est morcelé au niveau de la manière que c'est raconté. Là. C'est vraiment le bordel. Mais quand t'aimes le style années 90, over the top, avec du gros muscle puis de l'histoire plus ou moins bien étayée, là, c'est quand même un bon petit bijou. Puis c'est intéressant comment que, ces affaires-là, il y avait 4 séries mensuelles de Superman. En conséquent, il y avait un comic de Superman à chaque semaine. Et puis, ça se suivait. Des fois, ça se recoupait. Des fois, ça se recoupait Spider-Man, c'était la même chose pour Spider-Man à cette époque-là. Spider-Man avait 4 titres. Là, on parle de la Clone Saga. Là, c'est le putain de bordel. Là, je trouve ça extrêmement ironique qu'ils ont sorti la Clone Saga en trade de ce format-là sur du papier du même type, la même type de qualité. Puis il y en a comme 6. Il y en a vraiment une armée là, de ce genre de trade-là. Clairement, il y a un... Ben, regarde, il y a deux explications pour ça. Soit il y a un appétit pour lire la Clone Saga, ou il déteste les arbres. Moi, je pense que c'est le deuxième. C'est le deuxième. Le combat contre les forêts continue. Je sais pas s'il y a un appétit pour la Clone Saga, mais je pense qu'il y a une curiosité pour la Clone Saga. Parce que la Clone Saga, à ce jour, même ceux qui l'ont pas lu à l'époque, puis je ne suis pas de ceux qui l'ont lu au complet, là, c'est vraiment une drôle de bête. C'est vraiment difficile à suivre. Puis il y a plein d'arches d'histoire qui n'ont jamais été résolues dans cette série. Ben, je pense que oui, il y a un intérêt, puis il y a un amour pour ces genres d'événements-là, Buck Wild, qu'ils ont fait dans les années 90. Et aussi, maintenant que les comics, ça reste encore pour moi, les films sont vraiment le fun, sont vraiment prenants, mais la vraie originalité, puis le pure shit, il vient des comics. Et même si les comics maintenant sont tout de même plus corporatifs que jamais, des DC et Marvel, il y a encore de la folie qui sort des fois, puis ils essayent des affaires parce que c'est comme ça qu'ils continuent à publier. Quand tu vas dans les années 90,
là, même s'il était de la propriété de grosses corporations dans le temps, ces corporations-là s'en sacraient. Ils faisaient ce qu'ils voulaient dans leur côté. Faites ce que vous voulez, on s'en fout. Il y a tellement d'affaires wild. Moi, j'adore avoir juste un numéro d'un comic des années 90 puis voir les pubs pour d'autres comics comme d'une équipe de super-héros qui n'existe plus. Même plus. Qui a existé 6 mois, puis je suis comme « Ah ouais. » Tu sais, comme, ou juste quand ils réfèrent... tu sais, c'est une affaire qui arrive, mettons, quand je relis mes vieux GLA de Grant Morrison. Mais là, soudainement, Superman est électrique. Puis ouais, c'est arrivé. Puis soudainement, il y a... Superman Blue. Superman Blue. Mais tu sais, c'est de même pour... si tu lis justement un Superman, puis là, il team up avec Dr. Fate, mais là, Dr. Fate, pendant un bout, il était comme punk style Punisher avec des cheveux, puis il n'y avait plus le casse en or, puis c'était vraiment laid, là, mais je suis comme, ben oui, c'était Dr. Fate, là, existait. Mais ça, c'est des time capsules, parce que tu peux même lire des comics des années 90, ou lire des comics du début des années 2000, voire jusqu'à 2010, même aujourd'hui, puis tu vas tomber, par exemple, sur les Avengers du côté de Marvel, et le roster, donc les membres de l'équipe, sont les membres de l'équipe de l'époque, et ça reflète vraiment les obsessions de cette période-là dans les comic books. Ah, ok, il y avait ce personnage-là. Spider-Man était là. Tu sais, dans les débuts des années 2000, quand Spider-Man s'est joint aux New Avengers, c'était la grosse affaire. T'sais. Ouais, le monde était comme, ben là, Spider-Man, il est solitaire, il peut pas être avec les Avengers. C'est pas un team player, c'est ça. Ouais, c'était justement pour, tu sais, pendant 2-3 ans, Spider-Man qui est avec les Avengers, c'est le fun. C'est très bon. C'est très différent. Je l'ai relu récemment, les New Avengers de Brian Michael Bendis, d'ailleurs, ça se tient encore très bien la route. Moi, c'est souvent, on s'entend, on revient plus que 10 ans en arrière, là, mais c'est souvent par là que je conseille les gens de commencer. Mm-hmm. Si tu lis Bendis pendant 10 ans, autant son Avengers, New Avengers et compagnie, Mighty d'ailleurs, pas au complet parce que quand Dan Slott est tombé dessus, c'est devenu de la merde, mais Brian Michael Bendis, pour une bonne période de temps, si tu veux, t'avais l'entièreté du Marvel U entre les pages de ce que tu lisais, donc t'avais pas besoin de sortir à gauche et à droite pour essayer de comprendre ce qui se passait. Là. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est drôle parce que, tu sais, sa version des Avengers dans le temps, parce qu'il avait mis Wolverine, il avait mis Luke Cage, il avait mis plein de monde dans l'équipe, puis le monde était comme, pourquoi tu fais ça? Puis là, il avait dit, ils pourront jamais faire ça au cinéma. Fait que moi, faut que je crée la version des Avengers qu'il n'y aura jamais au cinéma. Parce que c'est comme là qu'il faut qu'on soit différent. Puis là, éventuellement, Spider-Man, on le levait en même temps que les Avengers. Puis tout ça. En tout cas, tu sais, maintenant que 20th Century Fox va être acheté par Marvel, par DC, pardon. Par Disney, peut-être on va se retrouver avec un Wolverine dans les New Avengers ou dans les Avengers. Qui sait? Qui sait? Moi, avant de passer à la bande dessinée, je voulais te parler. Est-ce que tu es familier avec Justice League Dark? Le dessin animé ou la vieille série ou le fait que Guillermo del Toro était supposé faire un film un peu tout ça, parce que tout ça est lié, mais dans je remonte un petit peu en arrière. Moi, quand je lisais beaucoup de DC, un des éléments de l'univers de DC qui me plaisait le plus, c'était l'univers magique. Parce que du côté autant de Marvel que DC Comics, dans les comic books, l'univers magique est tout le temps un peu en parallèle de ce qui se fait. Donc, t'as les grandes équipes de super-héros, t'as les Batman, t'as les Captain America, t'as les Spider-Man et compagnie. Et dans les côtés sombres de ces univers-là, t'as les personnages qui vont chercher leur pouvoir dans de la magie. Et les autres sont toujours en parallèle. Je trouve ça vraiment intéressant de voir que c'est l'underground des univers de comic book, c'est le côté magique. Du côté de DC, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'ils assumaient pleinement leur côté wacky. T'as l'Inspector Chimp, donc un singe qui parle, qui est éternel. T'as un singe magique qui jase. T'as plein de personnages magiques qui se retrouvent ensemble, qui font vraiment comme une version de Justice League un peu cheap. Et pendant longtemps, du côté de DC, ça s'appelait le Shadow Pack. Moi, j'aimais beaucoup Shadow Pack. Après les événements du du 52, dans les comic books, j'ai lu du Shadow Pack pendant longtemps. Puis c'est quelque chose qui se faisait... Il y avait rien qui se faisait comme ça dans l'univers de DC Comics. Puis ça m'a toujours plu, le côté magique de l'univers de DC. Et récemment, il y a quelques années, ils ont sorti Justice League Dark, qui est un peu l'équivalent du Shadow Pack, mais une équipe qui... Avec un nom très commercial. C'est ça, Justice League Dark. J'ai tellement le nom Justice League Dark, là, mais j'ai l'impression que c'est sur un tableau comme... Ok, ça va être Justice League Dark, je sais pas comment on l'appelle, mais pensons que ça s'appelle Justice League Dark. C'est Smirnoff Ice maintenant la cerise noire. Tu comprends ce que je veux dire? On a une nouvelle saveur, puis c'est une déclinaison de tout ça. C'est assumé. Donc c'était comme ça qu'ils l'ont créé. Le comic book a pas fait long feu. Moi, j'étais vraiment excité par la prospect que Guillermo del Toro a réalisé une version cinématographique de ce film-là qui a finalement jamais eu lieu. Jusqu'à récemment, on voyait des tests d'animation pour The Swamp Thing qui allait faire partie de l'équipe. On a vu ça sur Internet.
Finalement, c'est allé nulle part. Et dans les dernières années, ils ont sorti un film d'animation que j'ai fini par écouter la semaine dernière sur Netflix, ne sachant pas quoi écouter un dimanche soir. Et disons que ce film-là, si j'en fais une critique vraiment rapide, et il faut dire que le film est sorti depuis un certain temps, donc c'est pas super pertinent que j'en parle maintenant, là, mais ça incarne un peu les problématiques que DC a avec ses films d'animation récemment. Autant que j'étais full fan des films d'animation de DC il y a quelques années, je trouve que plus récemment, au niveau de la qualité de l'écriture ou surtout de la qualité de l'animation, on dirait qu'ils ont pris un pas en arrière. Ils se sont dit, ces films-là, ils sont rentables de toute manière, donc on va y mettre moins d'efforts créatifs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ben, ça fait une couple d'années qu'ils ont comme une genre de... Parce qu'il y a eu une époque où, justement, ces films-là animés étaient un peu... extraordinaire. Oui, mais ils étaient aussi plus stand-alone. Oui. Tandis que là, il y a une genre de continuité qui... Plus ou moins, dépendamment. Qui suit dépendamment. Mais moi, je te dirais que justement, ça fait un bout que le changement de style, moi, je le trouve un peu... visuellement, je suis comme pas... je trippe pas bien c'est de l'animation pour paresseux. C'est comme ça que je vais le dire. Là. On s'entend, c'est pas des gros budgets, puis c'est des moyens métrages, c'est 120 minutes, on peut pas aller à 130 parce que là, ça devient un long métrage. Puis je pense que Justice League, là, malheureusement, ne fait pas exception à cette nouvelle règle-là. J'ai l'impression qu'on est à cheval entre l'animation de manga puis l'animation plus américaine. Puis on n'est pas trop sûr où est-ce qu'on est. C'est un style, ils ont décidé d'adopter ce style-là, mais ça fait des environnements qui sont... Et surtout des personnages qui sont peu détaillés. Leur design est souvent basic. Dépendamment des situations dans lesquelles ils se retrouvent, il n'y a pas de dommages sur leur costume, il n'y a pas vraiment de sang, ils ne seront pas plus sales. Ils sont carrément des personnages de Scooby-Doo dans l'univers de DC Comics. Ça change jamais vraiment. Puis ça reste tout le temps les mêmes sprites, si tu veux, les mêmes figures. Justice League est un peu dans la même voie. Ce que je trouve intéressant dans le Justice League Dark, c'est qu'on s'est dit, il y a une menace qui est au-delà de ce que la Justice League peut affronter. Donc, il y a cette équipe-là qui se forme par la force des choses. Et le point commun autour de cette nouvelle formation de cette équipe-là, c'est Batman. Batman qui est un peu hors de son élément, qui est un esprit scientifique, qui ne croit pas vraiment à la magie. Donc ça, c'est le fun, mais ce côté-là n'a pas vraiment été exploité. Même que Batman est en périphérie de tout ce qui se passe. Il n'est pas la figure paternelle, il n'est pas la figure mentor. Je pense qu'il est là pour être sur un cover de DVD puis en vendre plus. En vendre plus, tu as tout compris, ou être plugué dans la bande-annonce. Fait que c'est essentiellement ce qui sert dans le film. On a John Constantine, on a Zatanna, on a Swamp Thing, on a une couple de personnages. C'est les trois qui sont quasiment tout le temps là quand tu fais une affaire magique. De magique, parce qu'ils sont les plus connus. Et il y a une idée d'enquête. On essaie d'enquêter sur un item magique qui a été enlevé. Cet item-là pourrait permettre de summoner quoi d'autre qu'un démon. Un démon qui, bon, c'est de la magie. Donc Superman est vulnérable à la magie. Wonder Woman est vulnérable à la magie. N'importe quel personnage est vulnérable à la magie. Je suis resté sur ma faim. Autant j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées, autant que comme dans Star Trek Discovery, on a essayé de le faire ça edgy par moment. Ouais, les trailers de ça, il me semble qu'il y avait de la guitare dans ces trailers. Il y a beaucoup de guitares électriques de 97. Au niveau du langage, on essaie de pousser l'enveloppe un peu plus. C'est pas fait pour les enfants. Mais ça reste un projet qui est tellement à cheval au niveau de la qualité, puis au niveau de l'écriture, puis au niveau de l'enveloppe totale de ce film-là que je peux pas le recommander à personne. C'est une belle introduction à l'équipe de ce qui est Justice League Dark, qui reste encore une fois un concept, parce que même aujourd'hui, à moins que je me trompe, l'équipe n'a pas de titre en ce moment du côté de DC Comics. Où ils vont peut-être en ramener un. Peut-être un, ouais, mais que c'est justement des affaires magiques. Là, mais c'est plus Wonder Woman qui est au centre de l'équipe. Ouais, voilà. Mais j'ai été foncièrement déçu. Je trouve ça plate parce que on dirait que ça crée un précédent, encore une fois, du côté de DC. C'est la voie qu'ils ont décidé d'employer dans les dernières années. Je trouve que c'est un peu... C'est malheureusement décevant. Tant qu'à créer ce genre de film-là, je vois pas pourquoi il va pas all-in. Je comprends qu'il y a une question de budget, puis je comprends qu'il y a une question de temps, puis tout ça, qu'il y a un timeline où ces films-là doivent sortir, mais ça reste foncièrement simple. Même, je dirais, simplet. Alors, je vois pas à qui ça s'adresse. Ouais, ben, je pense justement, ces films-là font de l'argent, fait qu'ils continuent à en faire, puis Warner Bros. Animation existe anyway. Anyway, ils sont là. Fait que, sont là, tu sais, ils vont être utilisés. C'est dommage que ce soit pas meilleur. Justement, je suis curieux du film de la mort de Superman parce que je trouve ça cool qu'il fasse juste un film sur ça, puis qu'il va avoir juste un film sur le retour. Le retour, ouais. Avec Eradicator, Cyborg, Superboy et Steel dedans. Ça, je trouve ça vraiment nice parce que je me rappelle que dans le temps, quand Superman Animated jouait, j'étais comme j'espère qu'un jour ils vont le faire et qu'ils feraient une saison entière de ça. Ça serait malade. Ça m'aurait rendu vraiment heureux.
Ils l'ont fait la mort de Superman, il me semble. Ils ont fait un petit film animé, mais c'était une affaire que c'était avec Lex Luthor. C'était mieux animé que ce qu'on a en ce moment. Et puis, Superman avait des cheveux longs à la fin. Il ressemblait à Tarzan, fait que c'était cool. Mais il se battait contre un mauvais clone de Superman que Lex Luthor avait fait. Ils n'ont pas assumé le Darkseid. C'était trop violent peut-être pour le dessin animé. Ben en fait, je pense que c'est juste que c'était c'était 55 minutes. Fait qu'il n'y avait pas le temps de tout faire. Excuse-moi, je dis Darkseid Doomsday, pardon. Ouais. Non, il y avait Doomsday, il y avait toutes ces affaires-là. Mais il n'y avait pas 4 imposteurs de Superman qui sont venus, c'était un clone de Lex Luthor. Mais il y avait une scène vraiment nice où justement Lex Luthor amenait le clone de Superman dans une pièce de radiation de soleil rouge, puis il était humain pendant ce moment-là, puis il faisait juste comme le battre. Oui, je me souviens de ça, je l'ai vu ça. Ça, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment cool et troublant. Mais sinon, c'était un clone evil à sa solde, puis le Superman revient, puis il le bat. Puis il y avait aussi du pas pire à faire des parents de Clark Kent avec Lois Lane. Ouais. Et ouais, c'est ça. Mais en tout cas, j'espérais voir cette storyline-là finalement bien rendue. Et peut-être que tu vas l'avoir dans le prochain film. Là. Peut-être que tu vas l'avoir, cette belle histoire-là, dans le prochain film. Là, Superman est déjà mort puis il est déjà revenu. Fait que, il a déjà été tué par Doomsday. Puis ils ont dépensé, ils ont caché ce jeton-là au casino de l'histoire. Puis ils peuvent pas le refaire. Puis c'est dommage parce que justement, ça aurait été vraiment cool d'avoir un film de ça. Moi, je voudrais avoir une série animée. Puis je sais qu'il y a eu un film à l'époque, mais j'aimerais ça un dessin animé de Doctor Strange. Je pense qu'ils ont eu un court-métrage. Ils ont un court-métrage, un moyen-métrage. Mais c'est ça, c'est dans l'époque où j'étais plus Team DC au niveau de l'animation. Là, je commence à être Team personne, parce que autant Marvel que DC, je vois pas à qui... Ben, Marvel a arrêté de 1, là. Mais DC, de plus en plus, au niveau de la qualité, ça... Il reste juste Lego Batman, puis Spider-Man Into the Spider-Verse. Spider-Man Into the Spider-Verse, ça va être fucking malade. Mais Lego Batman, t'as aimé ça? Moi, j'ai adoré ça. J'ai trouvé que c'était du micro-ondes au niveau de la production. J'ai pas autant ri que Lego Movie. C'est pas aussi bon que Lego Movie, mais moi, je pense pour une affaire qui exploite le personnage de Batman, je trouve ça vraiment bon. Je trouve que c'est le meilleur film de Batman depuis The Dark Knight. Oui. Je trouve que ça... C'est vrai. En étant vraiment wacky, ça leur permet de parler de plus des affaires de Batman, puis de faire des bonnes jokes sur Batman, mais aussi de vraiment parler sincèrement du personnage. C'est un personnage qui est troublé complètement. C'est ça, puis tu sais, je trouve... c'est le meilleur Robin au cinéma. C'est vrai. Il est vraiment... Puis en plus, Michael Cera qui a juste plein de bonnes performances. Il y a plein de classiques à son actif là, comme performance, mais je trouve que sa performance vocale de Robin est sincèrement une de ses meilleures performances. Ça, j'avais même pas associé que c'était à lui. Ben oui, il est vraiment bon. Ouais. J'aime beaucoup, beaucoup. Un dernier truc à rajouter? Non, j'ai pas d'autres pas d'autres nouvelles? Ok, coudou. C'est ça, j'ai été voir de Meg la semaine passée. C'était juste correct. C'est juste correct? C'est un Christy de gros requin. Très gros requin, man. Le Meg est énorme. Oui. Mais c'est juste ça que j'ai. Chance que Jake est pas là parce qu'il battrait pas un peu. On prend une petite pause et on revient avec le premier volume de Divinity. On en parle dans la partie d'émission. Et vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. Juste avant de parler de Divinity Volume 1, je vous rappelle que Les Mystérieux Étonnants ont un Patreon. Vous allez sur mystérieuxétonnants.com. En haut à gauche, il y a un petit bouton « Faire un don ». Ça nous amène vers notre plateforme Patreon. Pour l'équivalent de même pas 4 cafés par mois, faites en sorte que Les Mystérieux Étonnants existent, parce qu'on est rendu 100% indépendant. Donc, chaque don permet de réaliser Les Mystérieux Étonnants, nos activités tierces qu'on fait durant l'année. Donc, merci. Vous pouvez faire un don pendant 1 mois, pendant 2 mois, arrêter, recommencer, c'est comme vous voulez. Et pour les gens qui donnent, on fait une émission spéciale qui s'appelle Bifurcation, à laquelle Yannick est d'ailleurs a participé. Un podcast exclusif. Et le prochain, comme je vous l'avais annoncé la semaine passée, et ça passe vite, on va faire ça sur Fantasia 2018, donc avec Rémi Fréchette, que tu as d'ailleurs rencontré, je crois, durant notre oui, je l'ai rapidement, croisé, oui. parce que tu étais à Fantasia. Oui. Donc Rémi Fréchette qui a participé à l'émission de Fantasia 2018, l'émission qui était passée diffusée sur ma TV, et Simon Predge qui fait le podcast Ars Moriendi, mais qui fait également Les Oubliettes,
qui va être là parce qu'il faisait aussi le son lors de l'enregistrement de l'émission Fantasia 2018. Donc, c'est une discussion autour de notre expérience, parce que j'en ai parlé un petit peu la semaine passée lors de mon retour, mais je vais pas parler de toutes les anecdotes, toutes les affaires qu'on a faites pendant 3-4 semaines. Donc, ça va être ça, le prochain Bifurcation, qui va être enregistré demain. Donc, pour les gens qui sont abonnés au podcast et au Patreon, en fait, vous allez pouvoir écouter ce show-là prochainement. Sinon, il y a différentes façons d'appuyer l'émission. Vous allez sur iTunes, vous laissez une petite 5 étoiles, une petite critique, ça permet de monter dans les palmarès et on apprécie toujours d'avoir votre feedback. Sinon, vous le faites plusieurs, de partager le show à chaque semaine et donc comme ça on est vu et c'est toujours apprécié. Donc merci à tous ceux et celles qui le font. D'ailleurs, on est presque à la fin août. Quelle date qu'on est? On est le 13. Caroline, ça va vite. Ouais, bientôt septembre. Donc ouais, c'est ça. Merci beaucoup à tous ceux qui nous appuient. Il me semble que je vous manque de quoi. J'avais une annonce supplémentaire, mais je sais pas c'est quoi. Ben non, c'est pas mal ça. iTunes, Patreon, voilà. D'ailleurs, toi, tu peux peut-être plugger aussi, tu as un Patreon pour 3 bières. Oui, c'est ça, 3 bières, notre émission où on parle des sujets que les gens nous envoient. Le temps d'une bière, et on en boit 3, c'est ça, 3 bières, avec des invités vraiment variés. Récemment, on a reçu l'historienne Evelyne Ferron, et le monde a beaucoup aimé l'historienne, oui. L'historienne, oui, que c'est l'historienne préférée de Gabrielle, notre co-animatrice. Mm-hmm. Et on n'a pas pigé de sujet dans cet épisode-là, on a juste posé des questions. Sur le passé. Sur le passé. Mais en fait, elle connaît plein d'affaires, mais son spot historique à elle, c'est l'Égypte ancienne. Et quand même, oui. Un gros mandat. Fait qu'elle nous a raconté plein d'affaires, c'était vraiment intéressant, c'était vraiment le fun. Et justement, ça c'était notre dernier épisode qui était vraiment le fun. Aussi, on a un Patreon si les gens ils souhaitent nous encourager. Et pendant le mois d'août, ce qu'on fait, c'est que si vous avant on avait juste on avait comme 2 podcasts qui s'appelaient Le Clandestin, qui étaient exclusifs pour membres Patreon 2 fois par mois. Et bien pendant le mois d'août, on fait l'effort de faire un épisode varié de podcasts à chaque semaine, différentes choses. On s'enregistre quand on est sur la route pour aller des festivals. On parle aux autres. On va avoir on va essayer différents concepts d'émissions qu'on va faire pendant le mois d'août. Et probablement que si ça fonctionne bien, on va potentiellement continuer à faire ça. Alors, venez nous voir au patreon.com/3bières. Excellent. Donc, c'est fun parce que c'est important d'appuyer les créateurs qu'on aime. Je dis pas ça juste pour nous autres. Moi, j'ai commencé, je l'ai dit la semaine passée, je crois, d'appuyer un créateur que j'aime beaucoup sur YouTube qui s'appelle Dan Bell. Je sais pas si tu connais, This is Dan Bell. Il fait 2 grandes séries que j'aime particulièrement. Another Dirty Room, où est-ce qu'il va dans des différentes chambres d'hôtel à travers les États-Unis. C'est des chambres d'hôtel qui sont souvent très dégueulasses. Là. Et avec ses amis, il va les analyser, ils vont les décortiquer, ils vont trouver des affaires fucking weird. Et c'est un gars de la région de Portland, qui est une ville qui est assez trash, on s'entend, Portland. Donc, souvent, sur sa deuxième chaîne, Film It, Dan Bell, il va aller dans les quartiers qui sont complètement défavorisés, complètement détruits ou désaffectés, puis il fait beaucoup d'exploration urbaine. D'ailleurs, j'aime beaucoup sa série pas Another Room, mais Denmark Series, où il s'en va dans les centres d'achat qui sont sur le bord de fermer aux États-Unis. Donc, il va se promener, commenter l'histoire du centre d'achat, puis en background, il va mettre du synthwave ou du vaporwave, un type de son un peu nostalgique que j'aime particulièrement. J'avais jamais appuyé personne sur Patreon. Puis, quittez-vous pas les gens à la maison, je prends pas vos fonds là, pour appuyer, c'est sur ma carte à moi. Là. Ouais, mais je pense que tu peux pas faire ça, en fait. Oui, tu peux faire ça. Tu peux faire ça? Oui, parce que quand tu t'abonnes, ils vont demander avec quelle source tu veux appuyer ton créateur. Tu peux prendre l'argent que tu reçois de tes Patreon à toi, ou tu peux mettre ta carte de crédit. Moi, j'ai mis ma carte de crédit, donc que j'appuie avec mes propres ressources Dan Bell, que j'aime beaucoup. Je suis vraiment tombé sur un trip d'exploration urbaine de ce temps-ci. Là. Il y a des affaires, des fois, que tu fais, oh mon Dieu... j'irais pas dans ces endroits-là. Là. C'est très dangereux, l'exploration urbaine. D'un, il y a de l'amiante, il y a des champignons, c'est souvent des buildings où il n'y a plus d'ascenseur, mais le shaft de l'ascenseur est encore là. Faut pas que tu prennes un faux pas. Là. C'est assez dangereux. Mais ça me fascine. Donc, Dan Bell, qui est mon premier créateur que j'ai appuyé sur Patreon. Bon, parlons de quelque chose de plus positif. Parlons de Divinity chez Valiant. Bande dessinée de... Voyons, je vais retrouver son nom. Matt Kind et Trevor Erskine. Bande dessinée que moi, on m'avait conseillé par Guillaume Hamel, qui m'a donné cette bande dessinée l'année passée, ou il y a 2 ans, je me souviens plus, il m'a dit, lis ça, c'est vraiment le fun. Puis comme comme on le voit sur le cover, c'est une bande dessinée qui a été encensée par le AV Club, qui sont un peu snob, ces bandes. Donc habituellement, quand ils recommandent quelque chose, c'est habituellement de bon goût. Moi, je suis pas trop familier avec l'univers de Valiant, mais c'est un univers qui est consensuel, et je pensais que Divinity, même si c'était publié sous Valiant, on n'allait pas
On n'allait pas faire allusion au reste de l'univers, c'est pas nécessairement le cas. Il y a des personnages de leur Justice League qui se pointent le bout du nez dans cette série-là, mais à la base, on se retrouve dans les années 50, 60, on a un homme qui a été élevé par l'État soviétique, qui est le pic de ce qu'un homme peut être au niveau mental et physique, et on décide de l'envoyer en mission à travers le cosmos, dans une capsule spatiale qui permet de voyager à travers le cosmos pour une visite de 30 ans et de revenir, et tout ça est d'arriver au bout de l'univers, ok? Mm-hmm. Et de prouver au système américain que le système soviétique est supérieur. Essentiellement, c'est ça. Et le cosmonaute qui est derrière arrive au bout de l'univers, ou arrive à une certaine... Il arrive quelque part. Quelque part, c'est pas trop spécifié, et est absorbé ou absorbe l'énergie cosmique qui se trouve dans cette section-là de l'univers et devient pratiquement omnipotent. Et c'est son parcours qui retourne vers la Terre avec des pouvoirs, et c'est son dialogue intérieur, comment il vit avec ces nouveaux pouvoirs-là, et les gens ont vieilli maintenant depuis son départ. C'est essentiellement ça. Ce que oui. Compris. Comment t'as trouvé ça? Est-ce que tu étais familier avec l'univers de Valiant avant? Non, je connais certains personnages de nom. Je sais que Ninjak existe. Je savais pas qui était Ninjak, mais c'est très... Je sais que XO Manowar existe. Ouais. J'ai un concept vague de ces personnages-là, mais sinon, je savais pas. J'ai juste entendu parler des bonnes choses depuis une couple d'années que Valiant, ils sortent leur propre... ils ont l'air de laisser les auteurs et les artistes faire un peu ce qu'ils veulent et de créer comme un côté plus... un univers de super-héros qui est peut-être pas géré de façon rigide, corporative, mettons, comme on disait pour Marvel et DC tantôt. Et j'ai entendu parler beaucoup de bien, mais ça avait juste pas à donner que je n'avais lu. Et c'est ça, moi j'ai lu ça, puis j'ai trouvé ça. J'ai bien aimé ça. On a une certaine approche, un personnage à la Dr. Manhattan de Watchmen. Oui, c'est vrai. Mais des circonstances. Mais regarde, les super-héros sont bâtis sur une nouvelle take, sur un concept, puis blablabla. Fait que. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ça parce qu'il y a beaucoup, justement, comme Dr. Manhattan dans Watchmen, une approche différente au temps et à l'espace. Et comment que ce personnage-là, vu qu'il peut comme voyager dans le temps ou peut retourner dans ses souvenirs, la façon qu'il interprète le temps et l'espace autour de lui maintenant qui est quasi omnipotent, et il revient sur Terre et il essaye de recréer sa famille. De recréer sa famille, de créer un monde. Fait que j'ai trouvé ça vraiment le fun. J'ai trouvé que c'était une bonne exécution de ce genre d'histoire-là. Moi, j'ai bien aimé ça. Tu vois, le moment où j'étais plus ennuyé, c'est quand on a amené les personnages de Valiant dans le mix. De un, parce que je les connaissais pas, puis donc j'avais aucun attachement par rapport à ces personnages-là. J'étais assez mélangé, j'avais aucune idée qui était qui et pourquoi, c'était quoi leur statu quo. Et j'avais en plus envie d'attendre parler de ce personnage-là, de cette espèce de créature maintenant mythique, qui est plus omnipotente, qui est pratiquement plus un humain, qui est un nouveau Dr. Manhattan, et sans l'interférence de ces super-héros de l'univers de Valiant. Fait que quand eux arrivent et tombent dans le mix, j'ai trouvé que l'histoire se perdait un peu plus, on va plus vers l'action, la confrontation, et ça c'est plus qu'à la fin du deuxième ou voire le début du troisième numéro, tandis que les deux premiers numéros, c'est on apprend les origines de ce cosmonaute-là, on sait de où il vient, c'est quoi, il a été adopté par l'État, il n'y a pas de parents, il est d'origine noire, donc en Russie en plus, donc l'origine est vraiment particulière. Et on s'en fâche pas dans les détails scientifiques, on nous explique pas comment la capsule fonctionne, on nous explique pas comment elle fait pour nécessairement ralentir le processus de vieillissement du cosmonaute, ou comment il fait pour voyager à des vitesses extrêmes pour passer à travers l'univers comme il le fait. C'est pas important rendu là. Donc, mais ce récit-là m'intéressait, et quand on est dans l'univers de notre Terre à notre époque, et on a cette confrontation-là de ces super-héros et le cosmonaute, j'ai comme un peu décroché, ça me plaisait moins. On savait plus où ça s'en allait. Ben moi, je te dirais, ce que j'ai aimé, c'est que justement, là, quand j'ai vu ces personnages-là arriver, comme je les ai vaguement reconnus, je suis comme, ok, ouais, c'est eux autres. Quoique, ils n'ont pas donné un nom pour l'équipe, mais en tout cas, c'était... Non, il y en a sûrement un, là. Mais ce que j'ai aimé, c'est comme, ah non, eux autres, ils essayent juste de faire le bien. Ils essayent juste de faire son affaire. Et là, eux autres arrivent pour gâcher le party. Et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça le fun pareil, parce que j'aimais ça que ça me rappelait que ça se passait dans un univers de super-héros. Ouais. Mais sinon, non, j'ai trouvé ça bien. Je suis curieux pour la suite. C'est bien exécuté. Il y a des aspects qui sont vraiment bien racontés, comme
le personnage Abraham Adams ou quelque chose comme ça. C'est ça. Il raconte sa perception du temps comme un livre. Oui. Et comment que tu peux plier des pages, puis skipper des pages plus loin, puis des fois, il y a des pages qui se rencontrent, des trucs comme ça. Ou que des personnages peuvent se retrouver sur chacun de leur côté de la même page. Exactement. Moi, c'est une bonne description imagée du voyage dans le temps et l'espace. Je suis tout le temps vraiment partant avec ça. Fait que c'est ça qui me saisit au début. Mais justement, on perd ça. Quand l'équipe de super-héros arrive pour l'action, tout ce côté-là cosmique, voire philosophique, là, de science-fiction, on le perd au profit d'une confrontation dans laquelle j'étais vraiment pas investi. Et je pense que c'est peut-être parce que d'un, j'avais pas d'attachement par rapport à ces personnages-là, mais je pense aussi c'est parce que à ce niveau-là, dans l'histoire, dans le récit, l'histoire devient ennuyeuse. Le récit devient très générique, tandis qu'auparavant, on avait quelque chose de rafraîchissant, de quelque chose de quand même unique, un récit que je me demandais où ça allait amener le personnage de Abraham. Ouais, ben, je suis un peu curieux de voir c'est quoi la forme de ces aventures une fois que dans, mettons, le deuxième trade, le deuxième volume. Ouais. Je pense qu'il y en a 3 au total. Il y en a 3 au total, ok. Ouais. Puis j'aime le design, je trouve ça le fun, mais en effet, là, c'est en effet, on sort de l'affaire qui était intéressante au début, on va une affaire plus conventionnelle. Et je suis curieux de la suite, mais j'ai trouvé ça bien. J'aime ça voir des nouvelles interprétations des concepts de super-héros, des archétypes. Fait que j'ai trouvé ça bien plaisant. Ça m'a fait penser, étrangement, puis il n'y a pas vraiment de lien à part l'Union soviétique, mais ça m'a fait penser à Superman Red Son. Superman Red Son, qui est la proposition de si Superman se retrouve en Union soviétique élevé par les soviets, comment il serait devenu le protecteur du monde, ou il serait devenu seulement le protecteur des communistes. Puis ça fait un traitement vraiment intéressant. D'ailleurs, ils font ça dans Supergirl cette saison. Oui, je sais, c'est malade. J'ai vu l'annonce, je capotais. J'ai vraiment hâte de l'avoir dans son costume de Supergirl soviétique. Mais il est déjà sorti, il y a déjà des extraits. Je pense qu'il y a déjà eu des épisodes. Non, il n'y a pas encore eu des épisodes, mais... Oui, il y a des extraits sur Internet, si tu regardes. Donc, il y a peut-être une confrontation Arrowverse quelque part là-dedans. Là, mais, non, ça, je pense que tu as peut-être vu le crossover de la passée où elle a son saut de nazi. Oui, c'est son saut de nazi, c'est pas son saut de soviet. C'est vrai, c'est pas la même chose. J'assume que son saut de soviet devrait être semblable, avec les couleurs ternes et tout. Mais ben, vu que tu sais les super-héros ont la première vague des années 40. Oui, 30-40. 30-40, et puis il y a eu une seconde vague des années 60 grâce à Marvel. Il y a toujours cette fascination-là avec la guerre froide, le pouvoir nucléaire, puis les soviétiques et tout ça. Fait qu'à chaque fois qu'il y a ça dans une affaire de super-héros, il y a quelque chose qui est comme rapport. Il y a comme un plaisir de pouvoir exploiter ces thématiques-là. C'est parce que l'affaire, c'est que justement la Russie soviétique... la Russie soviétique, qu'est-ce que j'ai en train de dire? L'ancienne Union soviétique. L'ancienne Union soviétique et la guerre froide, tout ça, c'est des méchants qui peuvent être designés de façon le fun. Contrairement au... si tu peux designer des méchants nazis de façon le fun, comme Mike Mignola le fait, mais ils sont tout le temps méchants. Oui. Il n'y a pas de zone gris. Mais les soviétiques, tu peux jouer plus avec ça. Tu sais, du monde normal qui sont pognés dans un système, puis que là, ils font des affaires contre leur gré. Il y a quelque chose de vraiment riche et dramatique et qui est juste... qui est comme un vintage de super-héros, je te dirais, à ça. Puis je trouvais que justement, au début de Divinity, on est là-dedans. Mais lui, d'ailleurs, on le sait pas pendant un certain temps, puis même à la fin, c'est pas un criminel, c'est pas un super vilain. Il est même... Je te dirais que son code moral est encore présent, contrairement à Dr. Manhattan, qui semble complètement déconnecté de l'humanité. On lui parle, Dr. Manhattan, ça y passe d'une oreille, puis ça sort par l'autre. Il est pas concerné par l'existence des humains, qui pour lui est linéaire et ennuyeuse. Là. Il est rendu à un autre niveau. Lui, il a quand même des attaches humaines. Il est pas complètement transformé. J'aurais pris encore de l'histoire de lui dans l'espace qui se promène, puis qui a des aventures, ou qu'on voit, qu'on apprenne plus sur sa transformation, ou comment sa perception justement du temps change. Quand le récit, encore une fois, question, je me répète, là, mais quand on tombe dans le récit du super-héros plus classique, je m'en crisse. Pour vrai, je m'en sac, puis c'est une lecture qui est vraiment rapidos, là, mais à ce moment-là, j'aurais aimé qu'on aille dans une autre direction parce que c'est tellement générique que je trouve que ça vient gâcher ce qui a été fait auparavant qui était plus intéressant. Les 2 premiers numéros sont vraiment intéressants, on tombe dans le 3e, la confrontation jusqu'à la fin, et là le focus change de place et va vers les super-héros et non vers Abraham.
ça fait de quoi de plus classique qui, franchement, est pas très unique, non? Ouais, ben je serais curieux de voir le deuxième, qu'est-ce qui se passe avec ça, vu qu'il est, le personnage est traité comme un méchant par les autres personnages, mais de notre point de vue à nous, à date, il a juste l'air correct. Fait que je suis curieux de voir qu'est-ce qui en découle là, de ça. Comment t'as trouvé l'art? Moi, j'ai beaucoup aimé le dessin. Je suis moins sûr de la coloration, qui, pour moi, fait très fin des années 90, début des années 2000. Les couvertures sont super belles. Ouais, sont peintes. Je pense que c'est Ryan, juste à retrouver le nom, mais je pense que c'est Ryan Wynn qui fait les covers. Non, c'est Jelena Kevik, ou Collis, Jufjevic, excusez-moi, cover artist. C'est des super beaux covers. On est tout le temps dans le thème cosmique, là, avec des nébuleuses, le cosmos, là, ça fait très Guardian of the Galaxy, justement. Ça, j'ai trouvé ça super beau. D'ailleurs, j'ai presque un souhait que la bande dessinée au complet aurait été dans ce style-là. Ça aurait été vraiment le fun. Mais comment tu as trouvé le style? Je suis pas un super gros fan de Trevor Hairsine quand j'ai rencontré son travail. Tu sais, je pense qu'il est c'est un bon artiste de comic book science-fiction super-héroesque grungy un peu, mais je connecte vraiment pas avec la façon qu'il dessine les visages. Ouais, c'est vrai. Je trouve que les expressions sont comme trop intenses ou trop... Ils sont très similaires, surtout. Puis je trouve que justement, ces visages sont difficiles à... C'est difficile de les distinguer entre eux autres. Je trippe pas sur ces faces. Puis moi, c'est une affaire que je trouve vraiment importante dans l'art de comic book. Nos yeux, quand on regarde des pages de bande dessinée, nos yeux ils vont aux mains et au visage. Et je trouve que les visages sont vraiment... le personnage principal, Abraham Adams, il est noir. Puis je me demande quasiment si ça n'a pas été un choix plus tard pour faire comme... Ouais, je pense qu'on est mieux de le mettre noir pour que le différencier, pour qu'il ait vraiment une physionomie de visage plus différente que les autres. Ce qui est drôle, tu parlais de visage, mais tu sais, le personnage de Divinity, appelons-le comme ça, Abraham, là, il finit par développer une espèce de secte autour de lui malgré lui. Puis t'as un de ses ses disciples, David. David ressemble comme deux gouttes d'eau à un des membres de l'équipe de super-héros, ce qui fait qu'à la fin, j'étais complètement mélangé à savoir qui était qui puis pourquoi. Tu sais, les deux ont des genres de dreads, le même type de visage, le même type de corps. Donc, c'était vraiment mélangeant à la fin. Donc, quand même on voit David tout seul qui développe sa secte ou son culte pour ce être-là qui est devenu presque un dieu, je savais pas de qui parlait. J'étais vraiment mélangé. Puis c'est après je me suis rendu compte, non, c'est pas le même personnage. C'est le gars qui, au début, a découvert le cosmonaute, qui a développé un culte autour de lui, mais c'est pas le super-héros qu'on a vu tout à l'heure. C'est un petit peu mélangeant. Fait que c'est ça, moi, fait que les faces, je dirais que c'était comme c'était vraiment un obstacle pour moi, là. Okay. Mais sinon, tu sais, justement, le look de Divinity est vraiment cool, la technologie, les plans sont bons, c'est juste que les faces, je suis pas là. J'aurais aimé ça qu'on montre un peu plus la capsule soviétique. Il y a des plans où on la voit. Je vais donner un exemple. Là. Une des séquences où on la voit initialement. On a aussi sur une super de belle couverture ici, là, créée par l'artiste que j'ai mentionné tout à l'heure. La capsule est vraiment belle. Elle a un look soviétique. On a l'étoile rouge sur la couverture. On a l'espace en arrière-plan. C'est super beau. Et quand tu vas dans la bande dessinée, c'est une sphère. Et on a fait une sphère. C'est quelque chose de super basique. Il y a aussi des éléments comme vraiment étranges où on a passé par-dessus très très rapidement. On apprend à un moment donné qu'il y avait 3 autres cosmonautes avec lui. 2 autres cosmonautes, il y a une équipe de 3. Il les a laissés, mais il les a pas laissés. Ils s'en débarrassés d'eux autres, on s'est pas débarrassé des autres. Des fois, l'art fait que c'est pas vraiment clair ce qui se passe. Puis ça, c'est un autre des éléments qui a fait que ça nuit personnellement à ma lecture. Mais j'essaie de nitpicker, là, juste trouver ce qui m'intéresse moins, là. Mais dans l'ensemble, j'ai particulièrement aimé ça. C'est une lecture qui est très différente de ce qu'on fait habituellement à l'émission, parce que justement, on est dans un univers qui est différent, qui est pas DC, qui est pas Marvel, qui est pas Image Comics. Juste pour ça, c'était une expérience qui était assez unique. C'est une belle petite lecture, c'est bien. Ouais, c'est cool. Ouais, je pense qu'on a tout fini, on a fait le tour. Tu le conseillerais? Ouais, je le conseillerais. Ouais, je le conseillerais. Ouais. Ouais, si... Je te dirais, par exemple, mettons que, vite de même, si c'était une bibliothèque, puis que t'avais comme les 2 autres numéros suivants, j'imagine que ça va tout tenir mieux ensemble
que juste le premier numéro. C'est ça, quand tu lis le premier, tu as le goût de tout de suite lire les prochains. D'ailleurs, le premier trade qui coûte 10$ US, il n'y a pas de prix canadien dessus malheureusement, c'est juste 4 numéros. C'est pas beaucoup pour un trade. C'est mince. Ça s'en vient malheureusement de plus en plus être le standard. Là. Mais donc pour un trade, souvent les premiers trades des premières séries, ils font ça maintenant. Ils font un trade un peu plus petit pour te donner le goût. Puis là, après, si tu veux suivre les prochains trades, ils sont peut-être 5 ou 6 numéros. Mais je pense que ça vaut la peine de dépenser le petit 10$ que ça va vous coûter pour lire quelque chose de différent. Puis quoi, si vous êtes fan de Valiant, je pense que vous savez exactement de quoi on parle. Donc, merci Yannick d'avoir été avec nous. Tu as fait en sorte que l'émission a été possible cette semaine, la 560. Écoute, fallait pas manquer cet anniversaire-là. Il n'y a pas d'anniversaire. Il n'y a pas de ballon. J'imagine que les gars vont être de retour la semaine prochaine. En tout cas, je l'espère. Probablement pas Gauthier parce qu'il va être encore en Europe. Mais il y a Jake et Simon, j'espère qu'ils vont être de retour. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux plugger, que tu veux annoncer? Ben, c'est ça. 3 bières demeurent là. On est là à chaque semaine, chaque vendredi. Cette semaine, on va sortir notre épisode qu'on a enregistré live à Comédia avec Jay du Temple. En fin de semaine dernière? En fin de semaine dernière, oui. Qui, je pense, est un de nos meilleurs épisodes de l'année. On a vraiment ri beaucoup, c'était vraiment le fun. Alors, soyez là, 3bières.com ou même sur YouTube, car maintenant 3bières est filmé, est en vidéo. Ouais. Alors, vous pouvez voir... c'est à peu près un peu plus d'un mois qu'on se filme. Alors, vous pouvez voir nos épisodes. Aux belles faces. Tu fais ça où maintenant? De chez moi. Ah, ok. Vous avez plus de local? Non, avant, on faisait ça chez Tribute quand Tribute oui, dans ce oui, building okay, ici. Puis une fois que Tribute a quitté ce building, on a commencé à enregistrer dans ma table de cuisine. Là, et puis, ça se passe bien. Ça se passe bien. Excellent. Ben, merci Yannick d'avoir été avec nous. Je vous rappelle Patreon, tout le monde, pour si vous voulez encourager le podcast. Demain, enregistrement avec... Rémi Fréchette, qui est un des participants à l'émission Fantasia 2018, et Simon Prège, Arsporianti et les Oubliettes qui faisaient le son sur l'émission. Ça, c'est pour les membres Patreon seulement. Donc, cette semaine, ça devrait être disponible. Gardez un coup d'œil sur les réseaux sociaux pour plus de détails. On se voit la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye. Bye.